Comme promis, nous allons avoir une séance de 45 minutes et dans cette séance, je vous promets d'en dédier le tiers aux questions-réponses et à l'interaction avec vous pour pouvoir justement pour pouvoir débattre finalement du rôle des think tanks. En fait, c'est une recette qui a été développée surtout en Amérique du Nord et au début, il s'agissait essentiellement de capitaliser sur des compétences avérées, bien entendu, des compétences gouvernementales qui quittaient le gouvernement, des ministres, des experts, et pour pouvoir les récupérer quelque part dans le système de décision politique. On a créé donc justement cette notion de think tank qui s'apparente un petit peu au soft power, donc à le pouvoir d'influence, d'idées et de mélanger un petit peu des concepts. Alors, je pense qu'on est ici en fait abrité par un think tank, hein, donc M. Brahim Fessifiri préside la destinée depuis, donc, en tout cas les Médéis c'est 10 ans, je ne sais pas si Améléus aussi, donc voilà. Donc l'idée c'est de voir finalement c'est quoi la recette des think tanks, le concept original que j'ai décrit auparavant, de quelle manière est-ce qu'il est appliqué sur notre continent, comment en Afrique on arrive à prendre une idée qui a émergé finalement en Amérique et en Europe, dans les pays anglo-saxons d'abord, et de quelle manière finalement on l'intègre dans notre dynamique continentale. Et pour ça, en fait, on a trois approches. On a donc bien entendu l'Institut Amadeus. On a donc à ce moment-là le Forum de Bamako avec M. Koulibaly qui va nous parler de son approche particulière. Et alors M. Khalid Igué, qui a bien entendu une expérience dans justement ces clubs de réflexion, mais qui représente finalement l'OCP. Oui, alors justement, donc tout ça, on souhaiterait justement débattre au sein de ce panel, débattre justement les différentes recettes pour les think tanks et voir de quelle manière des idées peuvent contribuer donc à développer des stratégies intégrées, à mettre en levier des ressources, aussi bien humaines que naturelles, que géographiques. Donc, Monsieur Khalid Igué, décrivez-nous un petit peu votre recette. Alors, moi je suis fondateur et président du think tank Club 2030 Afrique. Donc, le Club 2030 Afrique est parti du constat que si les pays africains veulent être émergents à horizon 2030, il fallait que les politiques publiques soient définies et mises en place. Donc, nous avons, il y a 5 ans, fondé Club 2030 Afrique, qui a pour postulat de définir les politiques publiques et faire recommandations au gouvernement, à la société civile, mais aussi aux entreprises en Afrique. Donc, nous travaillons sur les questions d'éducation, de santé, d'énergie, d'agriculture, et nous concevons le digital comme étant transversal à toutes les politiques publiques aujourd'hui. Aujourd'hui, ma génération ne considère plus les politiques publiques sans digital. Donc, nous travaillons avec un pool d'experts. Aujourd'hui, nous avons une centaine d'experts. Nous avons une direction qui est composée à peu près de 12 personnes. Nous avons des représentants dans une vingtaine de pays africains qui sont les relais dans les pays avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Donc, nous sommes basés au Bénin et à Paris. Paris, pourquoi? À cause de la diaspora africaine qui est présente en Europe, qui est importante, qui a une certaine expertise. Et avec les recommandations que nous faisons, justement, nous arrivons à toucher les gouvernements, les entreprises et la société civile. Et au-delà de ça, nous pensons aujourd'hui que l'Afrique doit se définir un autre paradigme. Donc, nous avons lancé ce que nous avons appelé Africa Time for a New Deal, qui est un peu un renouvellement des partenariats entre l'Afrique et le reste du monde. Parce que nous remarquons aussi aujourd'hui qu'il n'y a pas une vision africaine de l'Afrique, et encore moins une vision africaine du monde. Nous, Africains, aujourd'hui, nous devons justement faire cette guerre d'idéologie, concevoir justement les idées qu'il nous faut pour notre développement, et c'est pour ça que nous travaillons. Très bien. Alors, quels sont vos moyens? Comment vous pouvez avoir des moyens? Qu'est-ce que vous organisez en fait comme... oui, comment vous pouvez finalement assurer la durabilité de votre et l'impact finalement de votre activité? C'est une très bonne question. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de think tanks. Il y a des think tanks qui sont des institutions gouvernementales. Il y en a d'autres qui naissent des partis politiques, comme vous pouvez le voir. Et nous, nous sommes un think tank indépendant. Donc, nous ne sommes financés, par exemple, que par les entreprises et les fondations, pas par des partis politiques et pas par des gouvernements. C'est exclu. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous rassemblons l'expertise au sein de notre groupe avec l'appui des entreprises, parce que nous travaillons avec eux. Nous ne produisons pas pour produire, nous produisons parce que ce que nous faisons sert
sert à des entreprises pour pouvoir les implémenter et aussi à des fondations ou aux institutions. Aujourd'hui, nous vivons justement du financement de ces entreprises et des fondations de façon globale. Alors, parmi ces entreprises, est-ce qu'il y a des entreprises nationales? Ah oui, bien sûr, vous avez des entreprises africaines, vous avez même, par exemple, un exemple tout simple, nous sommes en train de travailler avec la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui pour l'entrepreneuriat et la croissance. Donc nous avons un financement qui est accompagné par toutes ces institutions-là, par toutes ces entreprises. Donc nous avons des entreprises au niveau de la diaspora qui travaillent aussi vers l'Afrique. Et nous avons des entreprises aussi nationales dans les différents pays africains. Et en termes d'événements En termes d'événements, nous avons choisi de faire notre événement en France. Pour une raison toute simple, nous voulons faire un plaidoyer sur l'Afrique en Europe. Parce que nous pensons qu'il faut changer aussi cette image de l'Afrique qui est un peu misérabiliste, une Afrique qui peine, une Afrique qui n'arrive pas à s'assumer. Nous voulons monter une autre Afrique en Europe. Nous disons qu'en Afrique, il y a des intellectuels, il y a des médecins, il y a des économistes, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui savent faire, il y a une vision aussi. Et c'est ça que nous partageons. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Pendant longtemps, on a pensé que l'informel était un problème pour l'Afrique. Et depuis 2 mois, le FMI a publié un article qui dit que l'informel est une chance pour l'Afrique. Nous avons compris très tôt, par exemple, qu'il faut montrer que l'informel n'est pas un problème, mais un modèle économique qui permet aux Africains d'avoir un premier pas dans l'économie. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, on parle d'économie d'appoint. L'économie d'appoint, par exemple, c'est le Airbnb. Les gens vont dormir chez d'autres personnes dans les appartements, mais il n'y a pas de taxation sur cette économie. Et là, on parle d'économie d'appoint. Et donc, c'est tous ces modèles, en fait, qui sont des modèles africains que nous essayons de mettre en avant pour montrer que l'Afrique ne fait pas que consommer, mais l'Afrique aussi conçoit des modèles. Et nous ne le faisons pas par défaut, nous le faisons parce que ça répond à notre environnement. Tant que le Airbnb ne se trouve pas à Paris, je suis entièrement d'accord avec vous sur l'approche. Monsieur Koulibaly, décrivez-nous un petit peu l'histoire et l'avenir du Forum de Bamako. Le Forum de Bamako est né il y a 18 ans avec la naissance de l'Institut des hautes études en management que j'ai créé. Au départ, l'idée de base était, quand on crée les écoles supérieures, il faut une dimension recherche. Mais généralement, les recherches coûtent très cher. C'est pour ça qu'il y a peu d'universités de recherche sur le continent. Et donc, nous avons pensé mettre chaque année une rencontre thématique sur un thème qui peut être porteur pour l'Afrique et le monde. Parce que nous pensons que parler d'Afrique seule, c'est illusoire. L'Afrique est dans un monde où nos destins sont liés. Et d'où le concept de métissage de compétences qui caractérise le Forum de Bamako, dont le vice-président est un ami français, le secrétaire général est une Malienne, le responsable à l'organisation est un autre Africain, ainsi de suite. Donc, notre objectif est de prendre des problématiques qui intéressent l'Afrique et le monde. Par exemple, cette année, nous avons traité l'urbanisation en Afrique, les défis de la croissance urbaine. C'est un problème qui intéresse tout le monde. Et cet événement a eu tellement d'écho que la Banque mondiale vient de m'envoyer 2 équipes de haut niveau pour plancher sur un autre concept, le concept de rendre les liens entre les villes africaines. L'idée est de densifier le flux des échanges pour que l'économie soit plus dynamique. Et voilà comment le Forum de Bamako, à travers cet exercice, arrive à prendre des enjeux qui intéressent les grands du monde. Alors je vais anticiper, puisque vous demandez comment mon collègue s'est financé. Moi, je me finance simplement par, bien sûr, le partenariat avec les entreprises, mais aussi, je dois l'avouer, parce que la recherche coûte cher. Réunir, et je salue mon jeune frère Brahim pour l'excellent travail qu'il fait. 10 ans, je disais que c'est un enfant précoce, parce que lui, il a 8 ans de moins que moi, il est en avance sur moi en réalisation. Chapeau. Et parce que ça coûte cher, très cher. Et donc moi, pour réaliser tout ça, je suis souvent accompagné par l'Union européenne et la France. Je n'ai pas honte de le dire, parce que je pense que les gens qui vous aident à créer une dynamique, il faut le reconnaître, mais aussi par l'État et par les entreprises. C'est ça aussi la difficulté, mobiliser les ressources pour organiser, voir tous ces gens, parce que les gens ne se rendent pas compte. Tout ça, ça coûte cher. Vous allez voir que le dimanche et le lundi, je ne suis pas sûr que Brahim va dormir. Il va avoir une semaine très dure après pour faire les comptes. Donc, faire un think tank, c'est très dur.
C'est pour ça qu'on a besoin... Pardon? Il ne dit pas que le dimanche et le lundi, vous voyez. Donc, c'est vous dire que pour faire ce genre d'activité, on a besoin de moyens. Et ces moyens, on va les chercher là où on les trouve. Ce n'est pas toujours facile. Mais nous, on est arrivés depuis 18 ans, on le fait de manière continue. Et pour votre information, le thème que nous allons traiter l'année prochaine, c'est l'aménagement du territoire dans la bande sahélo-saharienne. Et pourquoi cette thématique? À cause de la crise dans le Sahel, singulièrement dans mon pays. Et donc, nous nous sommes dit qu'il est important, et c'est ça le rôle aussi des think tanks, créer des solutions qu'on va mettre à la disposition des leaders, de nos différents leaders, pour traiter des problèmes réels. Ce n'est pas que de la théorie. Et donc, dans cette dynamique, nous allons voir comment, à travers l'aménagement du territoire, on va faire de cette zone-là, au lieu que ce soit une zone de transit, un pôle de développement. Un pôle de développement à travers 3 axes, ou 2 axes essentiellement. D'abord, la transversale. Faire de l'autoroute un pôle de développement qui ira de l'Afrique du Sud jusqu'à Casa, par exemple. Et donc, du coup, à travers cette autoroute, on va verdir le désert. Mais de manière transversale, nous allons travailler sur la Green Belt, une sorte de muraille verte, créer un écosystème. Mais tout ça, pourquoi? Quand on crée tout ça, ça nous permet de créer un écosystème économique qui va donner des perspectives aux populations dans cette zone. Lorsque les populations ont des perspectives, ont de l'emploi, ils vont plus se donner à des trafics multiformes, mais surtout, et pour nos partenaires, quand on est bien chez soi, on ne va jamais aller envahir d'autres. Je disais à mes amis français, moi quand je pars en France, je suis pressé de revenir au Mali parce que je suis bien chez moi. Lorsque vous voyez les gens aller braver le désert, aller braver les océans, certains disent c'est parce que ce qui fuit est pire que la mort. Donc ça nous interpelle tous. Voilà pourquoi des problèmes comme ça sont des problèmes d'actualité. Mais seulement, ce n'est pas de la théorie. Comment faire pour concrétiser tout ça? L'idée, c'est de voir comment créer des nouvelles villes dans le Sahara et ces villes, les connecter entre elles, parce que toutes les études montrent que les pays africains communiquent plus avec l'Occident qu'entre eux-mêmes. Alors, comment au niveau du forum, vous arrivez justement à créer cette synergie? Alors, on fait appel, voilà le concept de métissage de compétences. Dans le monde, il y a des richesses intellectuelles partout. On fait venir des gens du monde entier pour réfléchir à ce concept. Par exemple, l'Institut Impemed de notre ami Jean-Louis Guigou veut qu'on travaille sur son concept AM, Afrique, Méditerranée, Europe. Vous avez bien dit son concept. Son concept, bon, c'est un concept que je partage, même si l'année dernière, on m'a dit, mais pourquoi ne pas parler de l'Amérique, Afrique, Europe? Mais la profondeur de l'Europe, c'est l'Afrique. Nos destins sont liés. Vous voyez, eux, ce n'est pas pour rien qu'ils cherchent à contenir l'immigration, parce que ça les affecte. Et donc, nous, dans notre concept, lorsqu'on crée une dynamique économique dans cette sous-région, on va pouvoir maintenir nos bras valides chez nous, développer. Et quelqu'un l'a dit hier dans un des ateliers, et c'est pour ça que je salue encore une fois l'excellent travail d'Ibrahim pour ce qu'il fait dans le Médé. Il a dit, et c'est très très important que les gens comprennent ça, lorsque les Européens vont venir travailler avec nous sur ces concepts, on va pouvoir partager leur expertise. Il n'y a pas de honte, parce que tout le monde part de quelque part. L'Europe a eu besoin du plan Marshall et des Américains pour se développer. Nous aurons besoin des Européens sans complexe. Et quand on sera assez fort, on va leur donner le travail chez nous. Alors, voilà. Alors sur cette note optimiste, je vais demander à M. Brahim Fessifiri de nous expliquer finalement le concept d'Amadeus, comment a commencé finalement Amadeus, les Médèses, et finalement, parce que je vois quelque chose de récurrent dans vos 2 interventions, c'est alors un forum à Paris, une influence assez prononcée avec l'Europe, l'Union européenne, la France, etc. Est-ce que c'est le cas aussi finalement du forum des Médèses? Déjà, je suis ravi de pouvoir intervenir sur cette session sur les think tanks et je crois que l'opportunité de la 10e édition rend cette session encore plus intéressante. Premièrement, pour répondre à votre question, et c'est dans notre ADN depuis la création d'Amadeus, Amadeus est d'abord un think tank 100% marocain.
C'est un think tank qui a vocation à être une plateforme de promotion des thématiques qui sont portées par les pays du Sud. Nous, évidemment, nous regardons d'abord vers le Sud avant de regarder vers le Nord et de discuter avec nos partenaires traditionnels du Nord de l'ensemble des thématiques classiques de coopération, d'approfondissement, mais aussi de développement, mais aussi de plus en plus de partage d'expériences. Et je peux vous dire que sur les 10 dernières années, il y a 10 ans, on était plus dans du partage d'expériences Nord-Sud, alors que là, on découvre que de plus en plus, nous sommes dans un nouveau schéma, dans un nouveau paradigme de partage d'expériences Sud-Nord. Et je crois que les Med-Days, avec l'ensemble des thématiques abordées, nous sommes sur un schéma d'une conférence internationale de 4 jours, autour de 35 panels, 170 speakers, 70 pays représentés dans une majorité de pays africains, démontrent qu'aujourd'hui, les propositions peuvent émerger du Sud. Et en cela, je crois que c'est un élément de fierté pour l'Institut Amadeus et pour moi-même, évidemment. Et je crois que s'il faut retenir une chose des Med-Days, c'est cette courroie de transmission Sud-Sud, mais également Sud-Nord. Alors, par contre, ce qui me marque le plus dans les Med-Days, c'est en fait finalement l'équipe qui la constitue. Et c'est surtout depuis le début. Alors, je ne sais pas c'est quoi la recette, mais vous arrivez à maintenir une équipe dont finalement la jeunesse est quand même criante, de par les idées, et ça depuis 10 ans. Donc, quelque part, on a l'impression qu'il y a toujours du sang frais qui vient, un renouvellement. Et donc, on voudrait savoir finalement, est-ce que ça fait partie d'une recette ou est-ce que vous êtes contraint finalement par des moyens d'adopter un modèle pareil? Pour vous répondre tout à fait franchement, un peu des deux. Mais le fait que nous ayons une équipe jeune est aussi tout à fait assumé. Moi-même, j'ai créé Amadeus, j'avais 24 ans. Beaucoup m'ont reproché ma jeunesse, mon manque d'expérience, ce qui était vrai. Mais je crois que lorsqu'on voit le parcours des Med-Days, de l'Institut, de ses publications, des recommandations issues des Med-Days ou des publications de l'Institut Amadeus, on peut qu'être fier du résultat du travail accompli. Moi, je suis très fier, tous les jours, d'arriver dans un bureau composé d'une équipe jeune, dynamique, motivée, qui a humblement, modestement, envie de contribuer au débat. Et je crois que Amadeus, il faut le dire, est une école. En 10 ans, j'ai eu une centaine de collaborateurs. Et à chaque fois, je suis fier de voir, lorsqu'ils finissent leur parcours à Amadeus, la suite de leur carrière dans des institutions marocaines ou internationales. Donc moi, je suis très fier de ce travail accompli. Et je suis très fier du fait que Amadeus permette à l'ensemble des collaborateurs d'acquérir une expérience internationale sur des sujets prioritaires, importants, qui leur permet ensuite d'évoluer dans le marché du travail. Alors je vais vous demander justement par rapport à cette équipe et cette école que vous avez décrite, finalement, quelle est la dimension africaine? Quel est l'impact sur justement le concept africain du think tank? Le concept africain, là encore, je vais utiliser l'expression ADN, mais il est fondamentalement ancré dans Amadeus. Med-Days, créé en 2008 dans le contexte du lancement de l'Union pour la Méditerranée. C'est très vite africanisé. Je vous rappelle que le premier lauréat du Grand Prix Med-Days en 2008 était Morgan Tsvangirai, qui était le chef de l'opposition du Zimbabwe et qui est devenu par la suite Premier ministre du Zimbabwe et que j'ai eu l'honneur de recevoir au Med-Days en tant que Premier ministre à plusieurs reprises. Cette ouverture vers l'Afrique s'est matérialisée dès l'édition 2009 et depuis 2009, la majorité des pays présents au Med-Days sont des pays africains. Et je dois aussi dire que Med-Days, Amadeus, est très fier d'avoir contribué à rapprocher le Maroc avec des pays africains avec lesquels nous n'avions pas une tradition de coopération comme on peut l'avoir avec
ce que j'appelle les pays membres de la zone de confort, le prolongement géographique naturel du Maroc au sud de son Sahara, c'est-à-dire la CEDEAO et l'Afrique centrale. Aujourd'hui, le Maroc, on l'a vu notamment sur la période 2016-2017 avec la multiplication des visites royales et des tournées royales, notamment en Afrique de l'Est et dans les pays d'Afrique anglo-saxonne. Aujourd'hui, le Maroc, fort de la vision de Sa Majesté, a une stratégie africaine multidimensionnelle et qui s'exprime sur l'ensemble du continent. Alors par rapport à la dimension africaine, par rapport à vos ressources humaines, est-ce que finalement, est-ce que vous faites des émules? Est-ce que de quelle manière finalement ce concept peut se Déjà, être, je suis se répandre, très fier d'avoir. J'ai dit beaucoup le mot fierté, vous m'excuserez, mais c'est tout à fait sincère. Je suis très fier d'avoir au sein de mon équipe plusieurs membres qui sont d'origine de l'Afrique subsaharienne, qui démontrent aussi la force de ce partenariat entre le Maroc et l'Afrique, et j'ai voulu qu'Amadeus puisse en bénéficier. Donc je suis très fier d'avoir des membres de la diaspora africaine installés au Maroc qui, en tant que collaborateurs, et qui font tous les jours en sorte qu'Amadeus puisse continuer à grandir et à se concentrer sur des thématiques africaines. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut basculer à ce moment-là sur votre activité finalement au niveau de vos équipes, comment ça se passe et si vous pouvez nous décrire un petit peu votre recette et peut-être les tenants et aboutissants par rapport à vos ancrages institutionnels. Parce que j'aimerais bien savoir finalement, est-ce que vous êtes autonome? Est-ce que vous êtes salarié de ce think tank? Ou finalement, de quelle manière est-ce que vous arrivez à subvenir à vos moyens? Vous cherchez, hein? Oui, absolument. Non, c'est très intéressant. En fait, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc Club 2030 Afrique, dont je suis le fondateur, le président depuis 6 ans. Moi, j'ai 34 ans et je rejoins Brahim quand il le dit. Nous sommes dans l'aide de notre génération, en fait, complètement. Donc, aujourd'hui, on a 12 personnes dans la direction. J'ai 3 Marocains, un Sénégalais, un Béninois, un Nigérian. J'ai un Tunisien, j'ai 2 Togolais et 2 Français. Donc c'est une équipe vraiment pluridisciplinaire. Nous avons en parallèle 20 représentants de pays dans 20 pays africains différents. Nous aimerions atteindre les 54 pays pour quadriller toute l'Afrique. Nous avons un comité de directeurs qui est composé de chefs d'entreprise et aussi de présidents d'institutions. Et nous avons un conseil stratégique dans lequel vous avez Lionel Zinsou, qui est l'ancien Premier ministre du Bénin, vous avez Jean-Michel Severino, qui est l'ancien président de l'AFD, vous avez Tony Elemelou, vous avez des gens comme ça avec qui nous discutons tout au long de l'année pour définir le calendrier du think tank et pour voir comment nous allons atteindre notre vision à 2030, qui est complètement en ligne avec les objectifs de développement durable. Alors, moi-même, en tant que fondateur-président, je ne suis pas salarié de ce think tank et personne ne l'est. On est tous des bénévoles. Et parce que la question de moyens se pose. Et M. Koulibaly en parlait tout à l'heure. Je suis directeur des partenariats publics chez OCP International. OCP qui est un grand groupe marocain, qui est très bien connu. Et en parallèle de mon temps, le reste de mon temps, je me bats tous les jours pour ce think tank. Je me bats tous les jours pour la production d'idées. Pour la production d'idées avec les experts du think tank. Je vous ai dit, on a un pool de 100 experts aujourd'hui dans l'éducation, la santé, l'énergie, l'agriculture et dans le digital, qui sont là, qui sont les sachants, qui ont le savoir-faire justement pour que nous puissions faire nos recommandations. Alors justement, de quelle manière est-ce que finalement vous pouvez répartir votre temps et de quelle manière finalement votre employeur vous laisse finalement vous investir finalement dans le think tank par rapport à peut-être d'autres activités du groupe, je ne sais pas. C'est une très belle question. Je pense que déjà dans la manière dont je repartis mon temps, il est clair que dans la semaine, je travaille dans mes fonctions. Il se fait qu'à partir de 19h, vous avez encore le temps. Ce n'est pas facile pour certains, mais c'est un travail de tous les jours. Vous avez tous vos week-ends et parfois vos nuits pour travailler là-dessus. Mais comme vous avez dû remarquer, il y a une grosse équipe derrière. Je ne suis pas seul. Il y a une dizaine de personnes qui travaillent derrière. Donc nous donnions tous notre temps de cette manière-là. Maintenant, comment mon employeur accepte ça ? De la même institution ou de différentes institutions ? De la même institution. Tous ceux dont je vous ai parlé travaillent dans le Club 2030 Afrique. Et vous êtes tous OCP Non, pas de OCP. OCP, c'est une entreprise pour qui je travaille. Le Club 2030 Afrique, c'est l'association que j'ai fondée il y a 6 ans. C'est un think tank, c'est un laboratoire d'idées que j'ai fondé il y a 6 ans, qui fonctionne de façon complètement autonome.
mais c'est une association. Aujourd'hui, dans l'ère de ma génération, on peut bien avoir un emploi professionnel et s'investir dans une association. Ce n'est pas quelque chose de fou, en fait. C'est accepté aujourd'hui, et il le faudrait d'ailleurs. On peut bien avoir une expérience professionnelle et s'engager complètement dans une vie associative. Ça se fait aujourd'hui. Et avec le digital, tout change. Aujourd'hui, quand nous lançons une étude et que nous montons des experts dessus, qu'il y a un chargé d'études, un responsable qui le coordonne, je n'ai pas besoin d'être présent pour ça. Le jour où nous allons restituer cette étude et que nous allons inviter du monde, comme le fait Brahim aujourd'hui, en ce moment, j'ai besoin d'être présent. Mais j'ai besoin de m'approprier cette étude à l'avance aussi avant d'être présent. Donc aujourd'hui, avec le digital, on peut travailler complètement de façon dématérialisée. On n'a plus besoin d'être physiquement à un endroit pour travailler. Et ça, c'est justement dans l'ère de ma génération, encore une fois. Donc vous agrégez des compétences de différentes institutions. Du monde entier. Il y a des experts pour des études. Je vous donne une étude sur l'énergie en Afrique à horizon 2050 qui a fait l'objet d'un livre que nous avons publié. Vous pouvez le retrouver en ligne. Vous avez eu des experts de la Banque mondiale, de l'AFD, vous avez des experts indépendants et tout. Vous avez des universitaires qui ont contribué pendant 6 mois à rédiger ce livre qui s'appelle l'énergie en Afrique à horizon 2050. On a travaillé en partenariat avec l'Agence de développement de l'énergie pour l'Afrique et avec un cabinet de conseil qui s'appelle Eurogroup. Donc ça, c'est le genre de partenariat, c'est le genre de dynamique, de nouvelle dynamique dans laquelle s'installe ma génération, clairement. Et demain, on n'exclut pas de travailler avec le think tank Amadeus, de travailler avec M. Koulibaly, de travailler avec beaucoup d'autres think tanks démocrates aux États-Unis et partout en Afrique et partout dans le monde. Très bien. Alors, M. Koulibaly, le forum de Bamako, encore une fois, de quelle manière est-ce que vous articulez vos moyens? Comment est-ce que vous mettez en place finalement ce forum et de quelle manière est-ce qu'on peut le rendre viable? Bon, je dois vous dire qu'au départ, à la conception du forum, il y avait mon école. C'est une université privée. L'idée de base, c'était parce que les universités doivent faire de la recherche. Donc, c'était de faire un peu de recherche. Mais la recherche coûte très cher. Et donc, on a décidé de prendre des thèmes par année sur lesquels on faisait venir nos professeurs du Canada ou d'ailleurs pour plancher sur le thème. Puis petit à petit, parce que ça fait 18 ans que nous le faisons, l'espace est même plus connu aujourd'hui que mon école. Et du coup, ça coûte cher. D'où l'idée de voir des partenaires importants comme l'Union européenne. Je dois être honnête avec vous, sans leur appui, je ne pourrais pas. Il faut être honnête. Et certaines entreprises la placent. Donc, tant bien que mal, nous faisons, parce que c'est une mission de citoyenneté. Parce que nous prenons des thèmes qui sont très, très importants. Par exemple, quand on a traité, il y a une dizaine d'années, quelle éducation pour l'Afrique à l'horizon 2025, c'était des sujets importants. Quelle privatisation en Afrique, on a anticipé. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur l'évolution de cette zone, la bande sahélo-saharienne. C'est un problème d'aujourd'hui et de demain. Et donc, on fait venir des experts de partout. Et comme les problématiques intéressent le monde entier nous accompagne là-dedans. Alors nous sommes adossés à l'école. Au départ, je dois être honnête avec vous, ça coûtait tellement cher que ça plombait les trésoreries de l'école. Voilà pourquoi nous avons muté. Et la répartition de votre temps, finalement, qui va plus au forum, j'imagine. Oui, mais bon, moi, je suis vieux. Donc, à mon âge, je n'ai d'autres choses à faire que travailler maintenant. Je ne suis pas comme les deux jeunes. Hein, j'ai du temps à consacrer sur la réflexion. Et c'est la réalité. Mais au-delà de ça, nous sommes une bande d'amis. Je vois des amis d'Imri dans la salle. Qui sont des compagnons, parce que nous travaillons beaucoup dans une dynamique. Brahim est venu avec son expertise nous accompagner, parce que nous avons aussi une synergie entre nous. Parce que je venais de lui dire tout à l'heure, dans les couloirs, bon, je ne devrais pas dire ça publiquement, mais je n'ai pas honte de le dire, j'ai dit, mais je vais t'envoyer des gens pour apprendre un certain nombre de choses que j'ai vues. Parce qu'on apprend aussi des autres, il n'y a pas de honte à le dire. On partage nos expériences. Alors ça. Alors justement, je m'excuse de vous avoir posé la question à vous trois. En fait, c'est une question de chef d'entreprise. Et quelque part, c'était pour trouver la recette africaine de comment rendre un think tank viable et de pouvoir justement le lier par rapport aux ressources et à la production et de s'assurer que tout ça se fait dans un contexte durable et de quelle manière, en fait, on arrive à mettre en levier. Un think tank, c'est un laboratoire d'idées, en fait. Et de quelle manière, finalement, on peut introduire des idées qui génèrent de la valeur ajoutée, aussi bien pour les sponsors,
institutionnels, associatifs, du monde des affaires ou des grandes entreprises. En l'occurrence, on a les trois, et du monde académique, bien entendu. Et donc, c'est avec ça, avec ces trois différentes recettes que vous représentez ici sur le panel, que j'ouvre la séance des questions, pour laquelle nous allons dédier un quart d'heure. Alors, j'ai trois questions. Monsieur Kerdoudi, allez-y, je vous en prie. Alors, je voudrais aussi contribuer très rapidement, parce que je suis le président de l'Institut marocain des relations internationales, qui est situé à Casablanca, et je félicite Sebrahim Fessiferi pour le grand effort qu'il fait, parce que je le mesure en organisant depuis 10 ans May Days, et il a toujours invité l'IMRI, et je tenais à profiter de cette occasion pour le remercier, ainsi que M. Koulibaly, où j'ai été moi-même à Bamako. Par contre, je ne connais pas encore l'IGE et j'espère que je le connais. Alors, l'IMRI, c'est moi qui l'ai créé à la fin de ma carrière professionnelle. Donc, je ne l'ai pas créé très jeune. Je l'ai créé après avoir travaillé toute ma vie. Et donc, très rapidement, quel impact l'IMRI peut apporter? D'abord, nous avons des groupes de travail et je voudrais vous dire des choses concrètes qu'on a fait. On a travaillé pour la constitution marocaine, après, rappelez-vous, après le printemps arabe et donc la nouvelle constitution. Nous avons travaillé sur ça. Nous avons travaillé sur les expériences étrangères les expériences étrangères de régionalisation, lorsque Sa Majesté avait lancé la régionalisation avancée, et nous travaillons actuellement sur le nouveau modèle de développement économique. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons avoir une conférence là-dessus. Et tous ces groupes de travail, nous faisons des recommandations écrites que nous envoyons aux décideurs à la fois politiques et économiques. Ça, c'est l'impact. Des conférences, débats, un forum annuel et peut-être que ne font pas mes collègues, des délégations économiques à l'étranger. C'est quoi ça? Le Maroc, comme vous le savez, fait 2/3 de son commerce extérieur avec l'Europe. Eh bien, nous, on ne s'occupe pas d'Europe, on s'occupe justement des destinations avec lesquelles le Maroc n'a pas beaucoup de relations économiques. Et donc, chaque année, nous avons fait les États-Unis, nous avons fait la Russie, nous avons fait la Chine, nous avons fait l'Inde, c'est-à-dire la Corée du Sud, tous les pays avec lesquels nous n'avons pas de relations. Et ce, à titre bénévole, et alors, vous retrouvez un petit peu le début de votre carrière. Je termine pour ne pas prendre trop de temps. Le financement, nous sommes tous des bénévoles. Et je ne vous cache pas que le financement est assez difficile parce que nous sommes un institut indépendant. Nous ne recevons pas un centime public. Ça, je tiens à le dire. Nous n'avons pas de subvention publique. Alors, nous sommes financés par les cotisations des membres. Ceux qui veulent devenir membres sont les bienvenus. C'est 1000 dirhams par an. Ce n'est pas quelque chose d'énorme. Et il y a quelques sociétés, et je ne vous cache pas, même le secteur privé au Maroc est très réticent vis-à-vis des think tanks. Donc, quelques sociétés quand même sont nos partenaires et nous aident. Et je voudrais terminer pour dire qu'il existe déjà une synergie entre les think tanks africains. Je propose, si mes collègues sont d'accord, qu'on crée une fédération des think tanks africains et qu'on puisse se réunir une fois par an et échanger et je précise, chaque think tank garde absolument toute son indépendance. Il s'agit simplement de partager les expériences. Alors, merci, je m'excuse d'être un peu long, mais je voulais quand même montrer ce que c'est que l'IMRI. Absolument, absolument, sachant que ces réunions se feront dans le cadre d'une fédération, on l'espère,
en su des Médèses, finalement, qui nous permettent aujourd'hui de discuter, d'évoquer cette thématique. Alors, avant de passer au panel, je souhaiterais passer à la question suivante pour en avoir 3 et lancer le débat. Si vous pouvez passer le micro vers le fond, merci. Bonsoir tout le monde. Et si vous voulez bien nous indiquer à qui vous adressez la question. Je me présente d'abord. Najib Mouhtadi, je suis enseignant-chercheur à l'Université Hassan de Casablanca. Je suis personnellement, j'apprécie personnellement cette session, puisque les 3 panélistes se sont livrés à un exercice qui n'est pas toujours facile. Le fait de se dévoiler devant l'auditoire, de se présenter, de dire comment ils travaillent, etc. Alors c'est très salvateur pour eux d'abord et pour l'auditoire ensuite. Maintenant, je vais être très bref. Hein, je vais pas. J'ai appris la présentation de M. Kerdodi sur l'IMRI. Personnellement, je connais l'IMRI depuis longtemps. Mais lui, par contre, il n'a pas parlé de l'IMRI de l'intérieur, mais il a parlé de l'IMRI, de l'influence de l'IMRI, c'est-à-dire de l'impact de l'IMRI, ce que les panélistes ne l'ont pas fait, peut-être faute de temps. Et c'est pour cela que je vais enchaîner sur donc, le deuxième volet de la thématique « The New Tools of the Global Battle of Influence ». Chacun de vous, vous avez eu donc ce courage de vous livrer à nous, c'est très bien. La Palme d'Or revient à M. Ferry, parce que c'est lui qui reçoit tout ce beau monde. Mais si chacun d'eux nous dit, je ne sais pas, je dirais même pas l'impact, mais est-ce que les recommandations, les résolutions qu'ils prennent, enfin les résultats de son travail, se répercutent quelque part, et particulièrement chez les décideurs politiques. D'un autre côté, nous savons que M. Egou l'a dit tout à l'heure, il a dit il y a 2-3 façons d'être un think tank, soit indépendant, soit pro-gouvernemental. Personnellement, excusez-moi, mais je crois que l'indépendance n'existe pas. Et donc, forcément, on est d'un côté ou de l'autre. Et de toute façon, il le faut pour avoir des résultats, pour avoir un impact. Merci. Merci beaucoup. On prend une question vers le fond. Je m'excuse, ils étaient avant vous. Allez-y. Et on bascule sur le panel. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. Je m'appelle Alassane Suleiman, je viens du Mali. Je profite de cette 10e édition pour féliciter l'Institut Amadeus et toute l'organisation qui est derrière les Médèses de Tanger. Moi, particulièrement, les Médèses, c'est une école pour moi. Donc, je crois que je me souviens, il y a 2 ans, le président Brahim me disait, mais Alassane, tu risques de nous dépasser nous-mêmes qui organisons les Médèses, parce que moi, j'ai vu ma 7e année quand même, sur 10 ans, et je pense pouvoir avoir beaucoup d'années encore pour continuer à profiter de toutes ces connaissances distillées ici aux Médèses de Tanger. Alors, bravo à toute l'équipe. La question que je pose à nos 3 panélistes, c'est de savoir si on doit considérer un peu les think tanks comme des laboratoires d'idées, donc les comparer comme aux laboratoires pharmaceutiques qui produisent des médicaments, et vous produisez des idées. Et je rejoins un peu mon prédécesseur. Qui consomme vos idées sur le continent africain particulièrement? Qui consomme vos idées? Est-ce qu'elles ont un impact sur la marche de notre continent aujourd'hui, puisqu'on se réjouit quand même que de plus en plus il y a des think tanks sur le continent. Merci. C'est moi qui tiens à vous remercier personnellement. Effectivement, c'est une école, puisque en fait, on a tous été exposés à cette expérience qui a été lancée il y a maintenant 10 ans. Donc, je laisse le soin au panel finalement de réagir finalement sur ces 2 volets-là, sans oublier les répercussions également de vos activités, si vous pouvez en quelques minutes, pour qu'on puisse relancer une série de questions. Monsieur Higuier, vous voulez commencer? Alors,
Déjà, merci beaucoup. Déjà, merci encore une fois à Brahim de nous avoir invités, de nous donner cette occasion de discuter de façon très franche, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours des questions faciles à aborder. Et merci à vous tous pour vos questions, parce qu'elles sont très, très pertinentes. D'abord, comment pérenniser les think tanks? Et ça va rejoindre tout de suite la deuxième question avec laquelle je vais répondre. C'est en produisant des idées efficaces. Si vous produisez des idées qui sont utilisées, alors là, vous devenez une institution pérenne. Parce que les gens vont voir pourquoi vous êtes là et pourquoi vous existez. Le pourquoi va se poser tout de suite. Alors, en termes de résultats, Club 2030 Afrique, dont nous on travaille sur les politiques publiques, comme je disais tout à l'heure, notamment l'éducation, la santé, l'énergie, l'agriculture. Qu'est-ce que nous avons eu comme résultat aujourd'hui en 5 ans? Nous avons fait des propositions il y a 2 ans pour le gouvernement béninois sur l'énergie pour tous, qui est un projet en fait de l'électrification rurale, dont nous avons fait travailler les experts du monde entier sur un modèle économique qui ne soit pas très coûteux, sur la base d'une innovation frugale. Alors, je m'excuse de vous interrompre. Comment vous avez financé ces experts? Comment nous avons financé ces experts? Nous avons mis des entreprises qui sont dans le domaine de l'énergie, notamment de l'électrification rurale, mais aussi des solutions mini-grid, hors-grid, et tout, pour financer cette étude-là. Et donc, c'est les entreprises qui ont financé ces études, mais pas une entreprise, des entreprises. D'accord. Donc, ça a donné lieu à un rapport avec des modèles économiques que nous avons recommandés à plusieurs gouvernements de l'Afrique de l'Ouest. Parmi ces gouvernements, il y a par exemple le Bénin qui a lancé il y a 2 ans son projet Lumière pour tous, et d'autres pays qui sont en train d'y penser, et nous suivons avec eux, nous continuons le plaidoyer avec eux. Et quand ils ont besoin d'expertise, évidemment, ils font recours aux experts qui ont travaillé sur ce rapport. Ça, c'est une première chose. Un deuxième résultat sur l'agriculture. Je travaille moi-même à l'OCP, mais l'OCP n'a jamais financé mon think tank. C'est une question d'intérêt. Vous finance, vous? Non. Pas du tout. Non, c'est un choix personnel. Parce que je ne voudrais pas que pendant que je suis à l'OCP, les gens disent que parce que je suis à l'OCP, je suis financé par l'OCP, alors là on est lié. Non, l'OCP n'a jamais financé mon think tank. Il ne le finance pas non plus. Donc. C'est un choix personnel. Il sponsorise votre temps, mais il n'y a pas de problème. Non, c'est un choix personnel. Donc, par contre, nous avons travaillé sur les sujets d'agriculture, sur comment améliorer justement la vie des agriculteurs et comment faire qu'ils gagnent beaucoup, qu'ils vivent beaucoup plus de leur métier. Nous avons réfléchi à un nouveau modèle qui a été présenté à la COP22. Les réflexions que j'avais menées personnellement auprès de mon think tank a servi mon travail à l'OCP, qui est The Farmer House, la maison du fermier qui a été présentée à la COP22, qui a été un grand succès. Donc ça, c'est 2 exemples très simples, par exemple, qui ont permis au think tank d'être connu à ce jour. Pardon, si vous permettez, parce qu'il nous reste que 5 minutes pour qu'on puisse basculer sur l'expérience du forum de Bamako. Monsieur Koulibaly, les répercussions et finalement le modèle. D'abord, on part du départ, parce que quand je concevais le forum de Bamako, j'avais été consultant, je tournais beaucoup en Afrique. Je m'étais rendu compte que les dirigeants africains, une fois qu'ils sont en place, qu'ils sont en situation, ils actualisent peu leurs connaissances. Parce qu'ils ont femme, mari, boulot et actualisent peu. Donc l'idée de faire venir, réunir tous ces gens avec des sommités du monde pour réfléchir sur un thème donné permettait d'actualiser les connaissances de certains cadres dirigeants. Premier élément. Deuxième élément, comme je l'ai dit, la recherche coûte très cher. Et donc, à travers... Et je m'excuse de vous interrompre. Et la recherche, on parle de levier, on parle d'innovation. Bien sûr. Alors, et donc, quand on amène... chef d'entreprise, on voudrait avoir Bien sûr, les filons. Oui, quand on amène des gens, des sommités du monde pour travailler sur une problématique donnée, ça permet aux étudiants, parce que moi, je l'ai créé en marge de lancement de mon école, ça permet aux étudiants de s'enrichir, et ça permet en même temps aux décideurs d'avoir les fruits de cette recherche. Ça, c'est un élément important. Alors, maintenant, l'indépendance. Dans l'absolu, l'indépendance n'existe nulle part. Mais néanmoins, dans notre cas, la preuve, quelqu'un qui, l'Union européenne me finance, l'ambassade de France me finance, des entreprises me financent. Je ne peux pas dire que je suis totalement indépendant parce que si je n'ai pas le financement, j'aurais du mal à boucler mes activités. Je dois être honnête avec vous. Mais cela dit, personne ne m'impose rien. C'est une question aussi de dignité. Ça, c'est une question de principe. Et en termes de valeur ajoutée? Dans tous les cas, je prends un cas simple. Nous avons traité, je prends troisième thème, 2 thèmes, les privatisations en Afrique. Et quand on a traité ça, 2 années après, un pays africain, le ministre de l'économie,
des Finances m'a appelé pour voir les conclusions et recommandations de ce forum. On lui a donné. Deuxième élément, l'éducation en Afrique. Un ministre de l'Éducation nationale nous a demandé les conclusions et recommandations. Enfin, comme je viens de vous le dire, après le forum de cette année en février, la Banque mondiale m'a envoyé 2 missions. On est en train de travailler sur comment rendre les villes productives, comment faire pour que les connexions entre les villes africaines se densifient. Donc tout ça, ce sont des cas concrets de ça. Alors, le laboratoire disait, consommateur, y a-t-il un impact sur l'économie? Bien sûr qu'il y a un impact, parce que le fait qu'on soit tous réunis aujourd'hui, moi-même personnellement, j'ai beaucoup appris de la séance qu'on a eue avec nos amis sur la Smart City. Si je n'étais pas venu ici, je ne me serais pas enrichi. Ça m'a permis de gagner beaucoup en peu de temps. Et beaucoup d'entre vous ont gagné en peu de temps grâce à ces 3 à 4 jours de May Days. Donc c'est utile pour ça. Je crois que, y a-t-il un impact sur l'économie? Bien sûr qu'il y a un impact sur l'économie. Chaque individu qui s'enrichit en idées, en culture, est un individu qui apporte quelque chose, qui devient un levier de développement économique. Donc ces May Days, ces forums de Bamako et toutes ces assises qui regroupent toutes les intelligences africaines sont toujours utiles. Surtout, il ne faut pas oublier ça, grâce à ces assises, nous métissons nos compétences. Donc nous densifions les relations interpersonnelles et nous enrichissons la dynamique d'intégration du continent à travers les idées. Tout ça aussi, comme c'est immatériel, on ne voit pas. Et donc, que des pouvoirs publics en profitent. Why not? Il n'y a pas de honte. Partout dans le monde, des gens créent des institutions. L'Institut Montaigne, moi j'ai des copains qui sont dedans, qui m'appellent de temps en temps. Mais c'est pour les pouvoirs en place. Donc, c'est d'ailleurs dommage que nos pouvoirs n'en profitent pas assez. Moi, s'ils ont besoin de moi, je serai là pour les aider. Alors justement, est-ce que les pouvoirs en profitent ou en profitent pas assez? Je pense que je vais demander à monsieur Brahim Fessiferi de répondre précisément à cette question. Je m'excuse si elle est un petit peu... est-ce que vous pouvez répondre finalement à cette question et à quel... Lorsque vous organisez un forum qui reçoit chaque année une trentaine de représentants officiels venus de pays étrangers, de facto, vous êtes utile par définition. Vous ne pouvez pas recevoir des chefs d'État sans être utile. Ni pour le pays que vous représentez, ni pour même ces chefs d'État. On ne déplace pas un Paul Kagame à Tanger sans être utile. Et on ne déplace pas à Tanger le président de l'Union africaine qui est président de la Guinée sans être utile. Si des chefs d'État qui ont un agenda que tout le monde sait complètement ingérable prennent le temps de venir à Tanger, c'est qu'il y a une utilité pour eux. Vous avez, et je crois que c'est aussi la même chose pour mes collègues, ce qui se passe sur la scène, mais vous avez également ce qui se passe dans les coulisses. Et c'est 2 choses tout à fait importantes qui se rejoignent. Je crois aussi, et je rejoins ce que vient de dire Khalid, la pérennité d'un événement, notamment comme May Days, ne peut se justifier que si cet événement est utile. Et je crois qu'après 10 éditions, on a tout à fait la légitimité de dire, et franchement, loin de moi toute forme de prétention, de dire que May Days est utile. Et je crois qu'il est utile pour les décideurs, donc le top, mais également pour le bottom. May Days est, à ma connaissance, le seul forum international de cette dimension qui ouvre ses portes à tout le monde. Étudiants, vous êtes très nombreux dans la salle, et je ne connais pas de forum qui reçoit des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des ministres, qui ouvrent ses portes. Vous pouvez avoir accès, mesdames, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à un ensemble de décideurs. Je n'ai pas d'autres exemples en tête. Je ne fais pas d'autopromotion, mais c'est une réalité. Je crois que c'est aussi quelque chose qu'on a voulu dès le début. Très souvent, et j'ai l'occasion d'aller dans des forums, c'est des entre-soi, dans des petites salles, dans des hôtels 5 étoiles. C'est hermétique.
des gens qui se connaissent. Mais nous, on ouvre nos portes. Et je crois qu'il faut aussi s'interroger sur la mutualisation de tous ces événements. Le Maroc a la chance d'abriter un nombre important de conférences internationales de premier plan. Il y a des conférences dont personne ne parle, qui sont organisées, qui consomment des budgets faramineux et qui ne sont là que pour flatter les égos de certains. Et qui ne sont peut-être pas aussi accessibles que... Justement. Mais je ne suis pas là pour critiquer. Je suis là pour appeler à la mutualisation des efforts. Moi, je veux rendre hommage à Sijawad Khaldoudi et à l'Imri. Sijawad est notre pionnier. C'est le premier à avoir créé un think tank, une structure permanente, professionnelle, avec des salariés, même s'il y a peu de moyens. Et Amadeus, en 2008, a suivi l'exemple de Sijawad Khaldoudi. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut justement avoir une réflexion approfondie autour de l'utilité, autour de la mutualisation. C'est bien d'organiser une conférence, mais il faut qu'elle ait des retombées, et je le répète, pas seulement pour flatter l'ego de certains. Autre chose, je crois qu'il est de manière tout à fait humble, hein, loin de toute forme de prétention. Je crois qu'on a la chance ici d'être dans un événement 100% marocain, porté par des Marocains, organisé par des structures marocaines, par des prestataires marocains, et ça, il faut le souligner. On ne voit que des événements importés, venus d'Europe ou d'Amérique, qui viennent ici, qui décident du programme, qui décident de qui a accès, qui n'a pas accès. Je crois que ça suffit. Je pense que les structures marocaines, aujourd'hui, ont toute la crédibilité pour organiser elles-mêmes, porter elles-mêmes des événements de cette ampleur et de cette dimension. Il n'y a plus de complexe. Il le disait le président Alpha Condé en ouverture du Forum Meddays. Aujourd'hui, une structure marocaine est capable de mobiliser. On a des leçons à recevoir de personne, et je crois que le temps de la bienveillance est révolu. Et en cela, je suis évidemment moi-même très attaché au Forum de Bamako. J'ai eu la chance d'y participer. Et c'était une expérience extrêmement enrichissante pour moi. Vous le savez, le Forum Meddays a toujours, et mon frère Alassane le sait pertinemment, c'est son 7e Meddays. On a toujours accordé une place importante au Sahel. Et aller sur le terrain à Bamako, la conférence de Bamako, c'est la plus importante conférence sur les questions sahélo-sahariennes. Pour moi, c'est aussi une école. Donc je te remercie, grand frère, de m'avoir donné également cette opportunité. Khalid, j'attends que tu m'invites. Ça sera avec plaisir, mon frère. Donc je pense que, en fait, il faut rendre en su de l'Institut Amadeus un grand hommage, je pense, depuis 10 ans, finalement, à la ville et à la région de Tanger, qui a bien voulu se mobiliser pour mettre en valeur, finalement, ces potentialités économiques qui se sont transformées de manière significative pendant cette période. Et là-dessus, je souhaiterais à ce que vous puissiez remercier le panel et la région qui nous abrite. Merci encore. Merci pour votre intervention. Mesdames, Messieurs, cette discussion sera suivie d'une pause café de 10 minutes. Nous aurons ensuite le panel Éducation en Afrique, en salle Tanger, ici même. Et vous avez le panel sur la santé en Afrique, qui a déjà démarré en salle Marrakech.